Apprends ta place, vieille idiote !» Ces mots résonnent encore dans ma tête, comme un écho qui refuse de s'éteindre. Ce soir-là, j'ai compris qu'une main peut briser bien plus qu'un corps. Elle peut détruire toute une vie bâtie sur l'amour et la confiance. Je m'appelle Enora Duval. J'ai 70 ans, et pendant longtemps, j'ai cru que l'amour maternel pouvait tout pardonner. J'avais tort. Il y a des secrets que l'on garde par honte, d'autres par peur. Moi, je gardais le mien parce que je ne voulais pas accepter la vérité. Ma propre fille m'avait volé, et l'homme qu'elle avait épousé. Cet homme avait fini par me traîner par les cheveux comme un animal. Mais cette histoire ne commence pas par cette violence. Elle commence bien avant, dans une maison qui sentait la lavande et le pain frais, où une petite fille aux yeux clairs m'appelait « maman », avec une tendresse que je croyais éternelle. Léana est née un matin de printemps, sous un ciel parfaitement bleu. Mon mari, Henri, l'avait prise dans ses bras avec une douceur infinie, et j'avais su à cet instant que nous étions complets. Une petite famille heureuse dans notre appartement parisien du 15e arrondissement, près du parc Georges Brassens. Henri travaillait comme ingénieur chez Bouygues. Moi, j'enseignais le français dans un lycée privé. Nous n'étions pas riches, mais nous avions une vie stable, confortable. Léana ne manquait de rien. Elle avait des livres, des cours de piano, des vacances à La Rochelle chaque été. Je me souviens de ses petites mains qui tenaient les miennes quand nous traversions la rue, de sa voix qui chantait Frère Jacques dans le bain, de ses dessins collés sur le frigo, avec des soleils trop grands et des maisons trop petites. Elle était mon trésor. Puis Henri est mort. Un infarctus brutal, à 54 ans. Il n'a pas souffert, m'ont dit les médecins. Mais moi, si. Léana avait 23 ans. Elle venait de finir ses études en gestion à l'université Paris-Dauphine. Elle était brillante, ambitieuse, déterminée. Je pensais qu'elle réussirait, qu'elle volerait de ses propres ailes. Mais après la mort de son père, quelque chose a changé en elle, quelque chose de subtil. Un regard qui s'attardait un peu trop longtemps sur mes relevés bancaires. Une question posée avec trop de désinvolture. « Maman, combien tu touches exactement avec ta pension de retraite ?» Au début, je me disais que c'était naturel. Elle s'inquiétait pour moi. Elle voulait s'assurer que j'allais bien. Mais les questions sont devenues plus précises, plus insistantes. Un soir d'automne, elle est venue dîner chez moi. Elle portait une robe bleue marine, élégante, et un parfum que je ne connaissais pas. Elle semblait nerveuse. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un. » Mon cœur s'est serré. Pas de tristesse, plutôt une intuition. Quelque chose dans sa voix ne sonnait pas juste. « Il s'appelle Phileas. Il travaille dans la finance. Il est extraordinaire. » Elle a sorti son téléphone et m'a montré une photo. Un homme d'une 40aine d'années, cheveux bruns gominés, costume impeccable, sourire éclatant. Trop éclatant. Il veut me rencontrer, ai-je dit doucement. Elle a détourné les yeux. Oui, bientôt. Mais avant, je voulais te dire quelque chose. Elle a posé sa main sur la mienne. Sa paume était froide. Phileas et moi, on pense s'installer ensemble. Mais l'appartement qu'on veut coûte cher. J'aurais besoin d'aide pour la caution. J'ai regardé ma fille. Ses yeux brillaient, mais pas de joie, de calcul. Combien ? 10 000 €. Le silence s'est installé entre nous. Lourd, épais. Léana, c'est énorme. Je sais, mais je te rembourserai. Je te le promets. J'aurais dû dire non. J'aurais dû sentir le piège. Mais c'était ma fille, mon unique enfant. Et je me disais qu'un jour, elle comprendrait ce que j'avais fait pour elle. Alors, j'ai dit oui. 3 mois plus tard, ils emménageaient dans un appartement du 7e arrondissement, avec vue sur la tour Eiffel. Phileas ne m'avait jamais rencontré. Léana trouvait toujours une excuse. Il voyageait beaucoup, il était débordé, il avait des réunions tardives. Je recevais des nouvelles par message bref. « Tout va bien, maman. Je t'embrasse. » Rien de plus. Puis un jour, en consultant mon compte bancaire, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Un virement automatique que je ne reconnaissais pas. 250 € par mois, prélevé depuis 6 mois. J'ai appelé ma banque. « Madame Duval, ce virement a été autorisé par vous-même. Vous avez signé un mandat CEPA il y a 1 an. » Un mandat ? Pour qui ? L'employé a vérifié. Pour mademoiselle Léana Duval. Mon sang s'est glacé. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez ? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Ce soir-là, assise dans mon salon, j'ai regardé la photo d'Henri sur la commode. Ses yeux bienveillants, son sourire paisible. « Qu'est-ce qu'on a raté ?» ai-je murmuré. Dans ma main,
Je tenais mon téléphone. Pas celui que Léana connaissait. L'autre. Celui que j'avais acheté discrètement quelques années auparavant, après avoir lu un article sur les arnaques aux personnes âgées. Un téléphone que personne ne connaissait. Un téléphone qui, un jour, allait tout changer. Les jours qui ont suivi cette découverte ont été les plus longs de ma vie. Je tournais en rond dans mon appartement, incapable de dormir, incapable de penser à autre chose. 250 € par mois. Pendant 6 mois, 1500 € volés. Volés par ma propre fille. Mais ce n'était pas l'argent qui me brisait. C'était la trahison, le mensonge, l'idée qu'elle avait pu signer des papiers en mon nom, utiliser ma confiance, ma signature, comme si je n'étais qu'un compte bancaire à piller. Je me suis souvenu de ce jour où elle était venue avec une pile de documents. « Maman, c'est juste pour la banque. Des formalités administratives. Tu sais comment ils sont, toujours à demander des signatures pour rien. » J'avais signé sans lire, parce que c'était Léana, ma fille, mon sang. Et maintenant, assise à ma table de cuisine, avec une tasse de thé froid devant moi, je réalisais que j'avais été idiote, naïve, aveuglée par l'amour maternel. Mais une partie de moi refusait encore d'y croire. Peut-être qu'il y avait une explication. Peut-être qu'elle avait eu des difficultés financières et qu'elle avait eu honte de m'en parler. Peut-être qu'elle comptait me rembourser. J'ai décidé de lui laisser une chance. Je l'ai appelée le lendemain matin. Elle a décroché après 5 sonneries. « Maman, ça va? Tu as besoin de quelque chose ?» Sa voix était pressée, froide, comme si je la dérangeais. « Léana, il faut qu'on parle. » Un silence. « De quoi? Je préfère qu'on se voie. Là, c'est compliqué. Phileas et moi, on part en week-end à Deauville. On a booké un hôtel. Deauville. Avec mon argent, ai-je pensé. Léana, c'est important. » Elle a soupiré. « Bon, lundi prochain. Je passe chez toi après le travail, mais je ne pourrai pas rester longtemps. »« D'accord, merci. » Elle a raccroché sans dire au revoir. Le lundi est arrivé comme une sentence. J'avais préparé du café, acheté des madeleines chez le boulanger du coin, celles qu'elle adorait quand elle était petite. J'avais même mis une nappe propre sur la table, comme si l'apparence des choses pouvait adoucir la conversation que nous allions avoir. Elle est arrivée à 19h30, vêtue d'un tailleur gris perle, un sac Longchamp au bras. Elle était magnifique, élégante, inaccessible. « Bonsoir, maman. » Elle m'a embrassée sur la joue, rapidement, sans chaleur. « Bonsoir, ma chérie. Assieds-toi. » Elle s'est assise en regardant son téléphone. « Alors, qu'est-ce qui est si urgent ?» J'ai pris une grande inspiration. J'ai remarqué quelque chose sur mon compte bancaire. Elle a levé les yeux, mais son visage est resté parfaitement neutre. Quoi donc? Un virement automatique. 250 € par mois. Depuis 6 mois. Elle a hoché la tête lentement, comme si elle réfléchissait. « Ah oui, c'est vrai. Tu savais? » « Évidemment, maman. C'est moi qui l'ai mise en place. » Mon cœur s'est arrêté. « Comment ça, toi ?» Elle a posé son téléphone sur la table et m'a regardé droit dans les yeux. Son regard était froid, calculateur. « Tu te souviens quand papa est mort? Tu étais complètement perdu. Tu ne savais même pas comment gérer tes factures. Alors j'ai pris les choses en main. Mais je ne t'ai jamais demandé ça. Tu n'avais pas besoin de demander. Je suis ta fille. C'est normal que je m'occupe de toi. » M'occuper de moi? En me volant? Le mot était sorti. Brutal, violent. Elle a ri. Un rire sec, sans joie. « Te voler? Maman, s'il te plaît, arrête le mélodrame. Cet argent, c'est pour ton bien. » Mon bien? Oui, je le mets de côté pour toi, pour tes vieux jours. Tu sais, au cas où tu aurais besoin d'une maison de retraite ou de soins médicaux. J'ai senti mes mains trembler. « Léana, je veux que tu arrêtes ces virements immédiatement. » Elle m'a regardé comme on regarde un enfant capricieux. « Maman, soyons réalistes. Tu as 70 ans. Tu touches 1800 € de pension. Tu vis seule. Tu n'as personne d'autre que moi. Si je ne m'occupais pas de toi, qui le ferait? Je suis parfaitement capable de m'occuper de moi-même. » Vraiment? Son ton était devenu tranchant. « Tu passes tes journées à regarder la télévision. Tu ne sors presque plus. Tu n'as pas d'amis. Tu ne fais rien de ta vie. Alors excuse-moi de vouloir te protéger. » Chaque mot était une gifle. Protéger? Ou profiter? Elle s'est levée brusquement, son visage durci. Je n'ai pas à écouter ça. Léana, attends. Mais elle était déjà à la porte. Si tu veux vraiment savoir, maman, cet argent m'a aidé à payer l'appartement. Phileas et moi, on a des projets. Des vrais projets. Pas comme toi,
qui te contente de survivre. Elle a ouvert la porte. Et pour information, si tu veux annuler le mandat, tu peux. Mais réfléchis bien. Parce que si tu le fais, ne compte plus sur moi pour t'aider. La porte s'est refermée. Je suis restée immobile, debout au milieu de mon salon, les jambes tremblantes, le cœur en miettes. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans mon lit, les yeux fixés sur le plafond, à revivre chaque moment de cette conversation. Chaque mot, chaque regard. Ma fille m'avait traitée comme une charge, comme une vieille femme inutile dont il fallait gérer les finances parce qu'elle était trop sénile pour le faire elle-même. Et le pire, c'est qu'une partie de moi se demandait si elle avait raison. Peut-être que j'étais devenue invisible, peut-être que je ne comptais plus, peut-être que ma vie n'avait plus de valeur. Mais alors, pourquoi est-ce que ça faisait si mal? Le lendemain, j'ai pris rendez-vous à la banque. L'employée qui m'a reçue était une jeune femme d'une trentaine d'années, souriante et professionnelle. « Madame Duval, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Je voudrais annuler un mandat, c'est pas. » Elle a tapé sur son clavier. « Très bien. Quel est le bénéficiaire? »« Ma fille, Léana Duval. » Elle m'a regardé avec une légère hésitation, puis a continué. « Le mandat a été mis en place il y a 1 an. Si vous souhaitez l'annuler, je peux le faire immédiatement. »« Oui, s'il vous plaît. »« Très bien. » Quelques clics, quelques signatures électroniques. « C'est fait, Madame Duval. Le mandat est annulé. Plus aucun prélèvement ne sera effectué. » J'ai remercié et je suis sortie de la banque, le cœur serré. En rentrant chez moi, j'ai reçu un message de Léana. « Très bien, maman. Puisque c'est comme ça, ne m'appelle plus. » Les semaines qui ont suivi ont été un désert. Aucun appel, aucun message, aucun signe de vie. Léana m'avait effacée. Et moi, je me retrouvais seule dans mon appartement, avec mes souvenirs et mes regrets. Je regardais les photos de son enfance, ses premiers pas, son premier jour d'école. Son sourire édenté quand elle avait perdu sa première dent. Où était passée cette petite fille? Quand était-elle devenue cette femme froide, calculatrice, capable de voler sa propre mère sans le moindre remords? Un soir, alors que je feuilletais un vieux carnet où j'avais noté des recettes et des pensées, je suis tombée sur une page que j'avais écrite après la mort d'Henri. La vie nous enlève ceux qu'on aime, mais elle nous laisse toujours quelque chose. Une leçon, une force, une raison de continuer. J'ai relu ces mots plusieurs fois, puis j'ai pensé au téléphone. Ce petit appareil discret que j'avais acheté il y a 3 ans, après avoir lu un article dans Le Figaro sur les escroqueries visant les personnes âgées. À l'époque, je m'étais dit que c'était une précaution inutile, que je n'en aurais jamais besoin. Mais aujourd'hui, en le tenant dans ma main, je réalisais qu'il représentait quelque chose de plus grand. Il représentait ma dignité, mon refus de devenir une victime, mon refus de disparaître. Et surtout, il contenait un numéro. Un seul. Le numéro d'un homme que je n'avais pas vu depuis 20 ans, mais qui m'avait dit un jour « Enora, si un jour tu as besoin d'aide, appelle-moi. Peu importe quand, peu importe pourquoi. » Je n'avais jamais eu besoin de l'appeler. Pas encore. Mais ce soir-là, en regardant le téléphone posé sur ma table de nuit, je me suis demandé si ce jour viendrait. Et une petite voix au fond de moi murmurait déjà « Oui, ce jour viendra. » Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. 3 mois sont passés sans nouvelles de Léana. 3 mois de silence. 3 mois où j'ai vécu comme une femme en deuil, pleurant une fille encore vivante mais définitivement perdue. Je continuais ma vie comme avant. Je faisais mes courses au Monoprix du coin. Je prenais mon café le matin en regardant les pigeons sur mon balcon. Je lisais mes romans policiers, ceux de Fred Vargas que j'aimais tant. Je regardais les informations à 20h. Mais tout était différent. Chaque geste était vide. Chaque journée était un poids. Chaque nuit était peuplée de questions sans réponse. Avais-je été une mauvaise mère? Avais-je trop donné? Pas assez aimé? Trop protégé? Henri me manquait plus que jamais. Lui aurait su quoi faire. Lui aurait su parler à Léana. Lui aurait trouvé les mots justes. Mais Henri n'était plus là. Et moi, je n'étais qu'une vieille femme seule, assise dans son appartement trop grand, avec ses souvenirs trop lourds. Puis un matin de novembre, alors que la pluie tambourinait contre les vitres, j'ai reçu un appel, un numéro inconnu. J'ai hésité avant de décrocher. « Allô? Madame Duval ?» Une voix masculine, polie, professionnelle. « Oui, c'est moi. Bonjour. Je suis maître Benoît Lavergne, notaire à Paris.
Je vous appelle au sujet de la succession de votre mari, Henri Duval. » Mon cœur s'est serré. Henri était mort depuis 7 ans. Pourquoi un notaire m'appelait-il maintenant? Je ne comprends pas. La succession a été réglée il y a des années. Oui, madame. Mais nous avons reçu une demande de votre fille, mademoiselle Léana Duval, concernant certains documents relatifs à votre testament personnel. Le sang s'est figé dans mes veines. Mon testament? Oui. Votre fille souhaite consulter les termes de votre testament. Elle prétend avoir besoin de ces informations pour des raisons administratives. J'ai senti mes mains trembler. Mais elle n'a pas le droit de faire ça. Pas tant que je suis vivante. Exactement, madame. C'est pourquoi je vous appelle. Je voulais vérifier avec vous que vous étiez bien informée de cette démarche. Non, je ne savais rien. Il y a eu un silence. Puis, la voix du notaire, plus douce, plus humaine. Madame Duval, si je peux me permettre, votre fille a été assez insistante. Elle a mentionné que vous aviez des problèmes de santé, que vous n'étiez plus en mesure de gérer vos affaires. Des problèmes de santé. Incapable de gérer mes affaires. Les mots de Léana lors de notre dernière conversation me sont revenus en mémoire. Tu passes tes journées à regarder la télévision. Tu ne fais rien de ta vie. Elle était en train de construire un récit. Une histoire dans laquelle j'étais une vieille femme sénile, incompétente, qu'il fallait protéger d'elle-même. Maître Lavergne, je vais très bien. Je n'ai aucun problème de santé. Et je suis parfaitement capable de gérer mes affaires. Je n'en doutais pas, madame. Mais je préférais vous en informer. Si votre fille tente à nouveau d'accéder à ces documents, je vous recontacterai. Merci. Merci infiniment. J'ai raccroché, le cœur battant. Léana ne se contentait plus de voler mon argent. Elle voulait mon testament. Elle voulait savoir ce que j'allais lui laisser. Ou pire, elle voulait s'assurer que je lui laisse tout. Le soir même, j'ai relu mon testament. Je l'avais rédigé 3 ans auparavant, après avoir mis de l'ordre dans mes affaires. Un document simple, clair, rédigé avec l'aide de Maître Lavergne. Je lègue l'intégralité de mes biens à ma fille unique, Léana Duval, à savoir mon appartement situé au 12 rue Blomette, Paris 15e, ainsi que mes économies et placements financiers estimés à environ 120 000 €. 120 000 €. L'argent que j'avais économisé toute ma vie. L'argent que j'avais mis de côté grâce à ma pension de retraite et à la vente de notre ancienne maison de campagne en Normandie. Léana le savait. Elle savait exactement combien je possédais. Et maintenant, elle voulait s'assurer qu'elle ne perdrait rien. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette urgence? J'ai décidé de faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai engagé un détective privé. Pas pour espionner ma fille, pas pour fouiller dans sa vie, juste pour comprendre, pour savoir qui elle était devenue, pour savoir qui était vraiment cet homme qu'elle avait épousé. L'agence se trouvait dans le 11e arrondissement, une petite enseigne discrète, Moreau & Associés, investigation privée. L'homme qui m'a reçu s'appelait Julien Moreau. La cinquantaine, cheveux grisonnants, regard perçant mais bienveillant. Madame Duval, que puis-je faire pour vous? J'ai hésité. Puis j'ai parlé. Je lui ai tout raconté. Les virements, la confrontation, le silence, l'appel du notaire. Il m'a écouté sans m'interrompre, prenant des notes de temps en temps. Vous voulez que j'enquête sur votre fille? Non, enfin pas exactement. Je veux savoir qui est Philéas, son mari, ou son compagnon, je ne sais même pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Julien Moreau a hoché la tête. Très bien. Son nom complet? Philéas. Je me suis arrêtée. Je ne connaissais même pas son nom de famille. Je ne sais pas. Léana ne me l'a jamais dit. Il a souri, un sourire triste. Ce n'est pas grave. Donnez-moi l'adresse de leur appartement. Je trouverai. 2 semaines plus tard, Julien Moreau m'a rappelé. Madame Duval, j'ai des informations. Pouvez-vous passer à l'agence? J'y suis allée le lendemain, le cœur battant. Il m'a tendu une chemise cartonnée. Philéas Marchand, 42 ans, né à Lyon, divorcé une fois, pas d'enfant. J'ai ouvert la chemise. Il y avait des photos, des documents, des relevés. Il travaille effectivement dans la finance, mais pas comme votre fille vous l'a présenté. Il est courtier indépendant. Plutôt opaque dans ses transactions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a eu quelques démêlés avec l'autorité des marchés financiers. Rien de grave, officiellement. Mais disons qu'il navigue en eau trouble. J'ai continué à feuilleter. Une photo m'a arrêté. Philéas et Léana, devant un restaurant chic. Elle portait une robe noire élégante. Lui, un costume sur mesure. Ils riaient. Ils avaient l'air heureux.
Leur train de vie est conséquent, a continué Julien. Restaurant 3 étoiles, voyage régulier, boutique de luxe. Avec mon argent, ai-je murmuré. Probablement. Mais il y a autre chose. Il a sorti une autre feuille. Phileas Marchand a des dettes. Beaucoup de dettes. Environ 75 000 €. Mon sang s'est glacé. 75 000 €? Oui. Carte de crédit, prêt bancaire, créances diverses. Et d'après mes sources, il est sous pression. Ses créanciers commencent à s'impatienter. Tout devenait clair. Phileas avait besoin d'argent. Beaucoup d'argent. Et Léana, manipulée ou complice, lui fournissait cet argent. Mon argent. Madame Duval, si je peux me permettre un conseil, méfiez-vous. Ce genre d'homme, quand il est acculé, peut devenir dangereux. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec un poids énorme sur les épaules. Je me suis assise dans mon fauteuil, près de la fenêtre, et j'ai regardé la nuit tomber sur Paris. Les lumières de la ville scintillaient. Les gens rentraient chez eux. La vie continuait. Mais pour moi, tout s'effondrait. Ma fille n'était pas simplement une voleuse. Elle était sous l'emprise d'un homme endetté, manipulateur, qui la poussait à me dépouiller. Et le pire, c'est qu'elle ne s'en rendait peut-être même pas compte. Ou pire encore, elle s'en rendait compte, mais elle s'en fichait. Cette nuit-là, j'ai sorti le téléphone secret de son tiroir. Je l'ai allumé. L'écran s'est illuminé dans l'obscurité. Un seul contact enregistré. Georges. Georges Valentin, chef de la police judiciaire de Paris. Un homme que j'avais connu il y a très longtemps, dans une autre vie, quand j'enseignais encore, et qu'il venait donner des conférences sur la sécurité dans les écoles. Nous avions été amis, proches, très proches. Puis la vie nous avait séparés. Henri était arrivé. Georges s'était marié de son côté. Nous avions pris des chemins différents. Mais avant de partir, il m'avait donné sa carte. Si un jour tu as besoin d'aide, appelle-moi. Peu importe quand, peu importe pourquoi. Je n'avais jamais appelé. Mais ce soir, en tenant ce téléphone dans mes mains tremblantes, je me demandais si le moment était venu. Pas encore, me suis-je dit. Pas encore, mais bientôt. Car quelque chose me disait que ce n'était que le début. Que Phileas et Léana ne s'arrêteraient pas là. Et que le jour viendrait où je n'aurais plus le choix. Décembre est arrivé avec son cortège de lumière et de froid. Paris se parait de guirlandes. Les vitrines brillaient. Les gens couraient acheter leurs cadeaux de Noël. Partout, il y avait de la joie, de l'excitation, de la vie. Mais moi, j'étais enfermée dans un hiver bien plus glacial. Depuis ma visite chez le détective, je ne dormais presque plus. Je passais mes nuits à réfléchir, à tourner et retourner les informations dans ma tête. Phileas Marchand. 75 000 € de dette. Un homme aux affaires troubles. Un homme qui avait besoin d'argent. Beaucoup d'argent. Et Léana, ma fille, qui lui servait cet argent sur un plateau. Mon argent. Je me demandais si elle savait, si elle comprenait qu'elle était en train de se détruire pour un homme qui ne l'aimait probablement pas, un homme qui la voyait comme une source de financement. Ou peut-être qu'elle savait, peut-être qu'elle avait choisi, peut-être qu'elle préférait vivre dans le luxe et le mensonge plutôt que dans la dignité et la vérité. Cette pensée me faisait plus mal que tout le reste. Un mardi après-midi, alors que je rangeais mes placards de cuisine, on a sonné à ma porte. Je n'attendais personne. Le facteur était déjà passé. Mes voisins ne me rendaient jamais visite. J'ai regardé par l'œilleton. Léana. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Elle était là, debout sur le palier, vêtue d'un long manteau beige, un foulard Hermès autour du cou. Elle regardait son téléphone, l'air impatient. J'ai hésité. Une partie de moi voulait ouvrir, la serrer dans mes bras, lui pardonner tout. L'autre partie, plus prudente, plus blessée, me disait de me méfier. J'ai ouvert. Léana. Elle a levé les yeux et m'a souri. Un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Bonjour maman. Qu'est-ce que tu fais là ?» Je passais dans le quartier. Je me suis dit que j'allais te voir. Elle passait dans le quartier. Comme si de rien n'était. Comme si 3 mois de silence n'avaient jamais existé. Entre. Elle est entrée, a retiré son manteau, l'a posé sur le dossier d'une chaise. Elle sentait un parfum cher, quelque chose de boisé et de floral à la fois. « Tu veux un café ?»« Non, merci. Je ne vais pas rester longtemps. » Bien sûr, elle ne restait jamais longtemps. Nous nous sommes assises au salon. Un silence lourd s'est installé. « Comment vas-tu » ai-je demandé finalement. « Bien, très bien même. Phileas et moi, on a trouvé une maison, en banlieue ouest, à Versailles. » « Une maison ?»« Oui, 4 chambres. Un jardin, c'est magnifique.
On emménage en janvier. Une maison à Versailles. Combien ça coûtait? 800 000? 1 million? Et vous avez les moyens? Elle m'a regardé avec un sourire amusé. Phileas gagne très bien sa vie, maman. Phileas gagne très bien sa vie. Phileas qui a 75 000 € de dette. Je suis contente pour toi. Ai-je menti? Merci. Un autre silence. En fait, maman, je suis venue te voir parce que on a besoin de ton aide. Bien sûr, elle avait besoin de mon aide. Encore? De quel genre d'aide? Pour la maison, il faut qu'on fasse un apport. La banque nous demande 150 000 €. On en a 120 000. Il nous en manque 30. 30 000 €. J'ai senti ma gorge se serrer. Léana, je n'ai pas 30 000 €. Maman, arrête. Je sais que tu as de l'argent. Tu as ton appartement, tes économies, tes placements. Comment tu sais ça? Elle a détourné les yeux. Tu me l'as dit? Non, je ne te l'ai jamais dit. Elle a soupiré, agacée. Peu importe. Écoute, on ne te demande pas de nous les donner. On te les rendra. Avec des intérêts, si tu veux. Léana, Maman, s'il te plaît, on a besoin de toi. C'est la maison de nos rêves. Si on ne signe pas maintenant, on va la perdre. Ses yeux brillaient, mais pas de larmes, de colère, de frustration. Pourquoi tu ne demandes pas à la famille de Phileas? Son visage s'est durci. Sa famille n'a rien à voir avec ça. Mais la mienne, si. Tu es ma mère. Elle avait presque crié. Une mère est censée aider son enfant. C'est ton devoir, mon devoir. J'ai pensé à toutes les nuits blanches quand elle était bébé, à toutes les heures passées à l'aider à faire ses devoirs, à tous les sacrifices que j'avais faits pour qu'elle ne manque de rien. Et maintenant, elle me parlait de devoirs. Léana, tu m'as déjà pris de l'argent, sans me demander, pendant des mois. Oh, on va encore parler de ça? Je t'ai expliqué. C'était pour ton bien. Pour mon bien ou pour le tien? Elle s'est levée brusquement. Tu sais quoi, maman? J'en ai marre. Marre de devoir toujours tout justifier. Marre de tes accusations. Marre de ta méfiance. Léana, non. Laisse-moi finir. Toute ma vie, j'ai été une bonne fille. J'ai étudié. J'ai réussi. Je me suis débrouillée. Et la seule fois où je te demande de m'aider, tu refuses. Ce n'est pas la seule fois. Et tu ne m'as pas demandé. Tu as pris. Ses yeux se sont remplis de rage. Très bien, maman. Garde ton argent. Garde ton appartement. Garde tout. Mais ne viens pas te plaindre quand tu seras seule. Quand tu seras vraiment seule. Elle a attrapé son manteau. Léana, attends. Mais elle était déjà partie, claquant la porte derrière elle. Je suis restée assise dans mon salon, tremblante, les larmes aux yeux. 30 000 €. Elle voulait 30 000 €. Et elle avait osé dire que c'était mon devoir. J'ai pensé à Henri, à ce qu'il aurait fait. Aurait-il cédé? Aurait-il refusé? Non. Henri aurait vu clair dans le jeu de Léana. Henri n'aurait jamais accepté qu'elle me traite de cette manière. Le soir même, j'ai reçu un message. De Léana. Puisque tu ne veux pas m'aider, on va se débrouiller autrement. Mais sache que tu viens de perdre ta fille. Pour de bon cette fois. J'ai relu ce message 10 fois. 20 fois. Tu viens de perdre ta fille. Comme si c'était moi qui l'avais perdue. Comme si c'était ma faute. J'ai pleuré cette nuit-là. Longtemps. Jusqu'à ce que mes yeux soient trop secs pour produire encore des larmes. Puis, dans le silence de ma chambre, j'ai pris une décision. J'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit. J'ai sorti le téléphone secret. Et j'ai appelé Maître Lavergne, mon notaire. Maître, c'est Enora Duval. Madame Duval, que puis-je faire pour vous? Je voudrais modifier mon testament. Il y a eu un silence. Très bien. Quand souhaitez-vous passer à l'étude? Le plus tôt possible. Demain, 14 heures? Parfait. Le lendemain, assise dans le bureau feutré de Maître Lavergne, j'ai signé un nouveau testament. Un testament dans lequel je léguais mon appartement à une association qui aidait les femmes victimes de violences domestiques. Un testament dans lequel je léguais mes économies à une fondation qui soutenait les personnes âgées isolées. Un testament dans lequel Léana n'aurait rien. Rien. Madame Duval, êtes-vous certaine de cette décision? M'a demandé Maître Lavergne avec douceur. Oui. Votre fille peut contester ce testament. Quel essai? Il a hoché la tête. Très bien. Je vais enregistrer ces modifications. Elles entreront en vigueur immédiatement. En sortant de l'étude, je me sentais étrangement légère, comme si un poids immense venait de quitter mes épaules. Léana ne pouvait plus rien me prendre, plus rien. Mais ce que je ne savais pas,
c'est que ma décision allait déclencher quelque chose de bien plus grave, quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Parce que Léana, quand elle l'a appris, et elle l'a appris, je ne sais pas comment, elle n'a pas réagi toute seule. Elle a parlé à Philéas. Et Philéas, cet homme endetté, cet homme aux abois, cet homme qui voyait en moi une poule aux œufs d'or, Philéas a décidé qu'il était temps de régler le problème, à sa manière. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de Léana. Sa voix était froide, coupante. « Maman, Philéas et moi, on vient te voir. Ce soir, 19h. Sois là. Léana, je ne pense pas que... Sois là. » Elle a raccroché. J'ai regardé le téléphone dans ma main, le cœur battant. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose dans sa voix, dans son ton. J'ai pensé aux mots du détective. Ce genre d'homme, quand il est acculé, peut devenir dangereux. Dangereux. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai eu peur. Vraiment peur. Et dans ma tête, une petite voix murmurait « Prépare-toi, Enora. Prépare-toi. » Les heures qui ont précédé leur arrivée ont été les plus longues de ma vie. J'ai tourné en rond dans mon appartement comme un animal en cage. J'ai rangé, dérangé, rangé encore. J'ai fait du thé que je n'ai pas bu. J'ai regardé par la fenêtre 100 fois, guettant leur arrivée. À 18h30, j'ai failli appeler Julien Moreau, le détective. Puis j'ai pensé que c'était ridicule. Qu'est-ce que j'allais lui dire? Que ma fille venait me rendre visite avec son compagnon? Qu'est-ce qu'il y avait de dangereux là-dedans? Mais au fond de moi, je savais, je sentais, quelque chose n'allait pas. À 18h50, j'ai pris le téléphone secret dans le tiroir de ma table de nuit. Je l'ai glissé dans la poche de mon cardigan, discrètement, comme une arme silencieuse. Je ne savais pas encore si j'allais l'utiliser, mais je voulais l'avoir sur moi, juste au cas où. Puis j'ai attendu. À 19h précise, on a sonné. J'ai pris une grande inspiration. J'ai ouvert. Léana se tenait sur le palier, vêtue d'un tailleur pantalon noir, parfaitement coiffé, parfaitement maquillé. À côté d'elle se tenait un homme. Grand, brun, costume impeccable, sourire éclatant. Philéas. C'était la première fois que je le voyais en personne, et la première chose que j'ai pensée, c'est « Cet homme n'a rien d'extraordinaire. Oh, il était beau, certes, charismatique, peut-être, mais ses yeux étaient froids, calculateurs, des yeux de prédateur. « Bonsoir, maman, » a dit Léana d'une voix neutre. « Bonsoir. Je te présente Philéas. » Il m'a tendu la main. « Enchantée, Madame Duval. J'ai tellement entendu parler de vous. » Sa poignée de main était ferme, trop ferme, comme s'il voulait prouver quelque chose. « Entrez. » Ils sont entrés. Léana a retiré son manteau et l'a posé sur le dossier d'une chaise, comme elle l'avait toujours fait. Philéas, lui, a gardé le sien, comme s'il ne comptait pas rester longtemps. Nous nous sommes assis au salon, moi dans mon fauteuil habituel, eux sur le canapé. Un silence pesant s'est installé. « Vous voulez boire quelque chose ?» ai-je proposé par politesse. « Non, merci », a répondu Philéas. « Nous ne resterons pas longtemps. »« Bien sûr. »« Alors, pourquoi êtes-vous venu ?» Léana a regardé Philéas. Il a hoché la tête, comme pour lui donner la permission de parler. « Maman, on a appris ce que tu as fait. Mon cœur s'est serré. Ce que j'ai fait? Ton testament. Tu m'as retiré de ton testament. Comment le savait-elle? Comment avait-elle pu l'apprendre? C'est mon droit, ai-je dit calmement. Ton droit? La voix de Léana tremblait. Tu es ma mère. Tout ce que tu as, c'est grâce à papa. Et moi, je suis sa fille, j'ai droit à cet héritage. Tu n'as droit à rien. Les mots étaient sortis tout seuls, fermes, clairs. Philéas s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, les mains jointes. « Madame Duval, je pense que vous ne comprenez pas bien la situation. » Sa voix était douce, presque amicale, mais il y avait quelque chose de menaçant dans son ton. « Je comprends très bien, au contraire. »« Non, je ne crois pas. » Il a souri, un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Vous êtes une femme âgée, seule, vulnérable. Vous avez besoin de votre famille, de votre fille, de moi. Je n'ai besoin de personne. Vraiment ?» Il a regardé autour de lui, comme s'il évaluait l'appartement. « Vous vivez seul dans ce grand appartement. Qu'est-ce qui se passerait si vous tombiez, si vous aviez un malaise? Qui viendrait vous aider? J'ai des voisins, j'ai un médecin. J'ai... » « Vous n'avez personne, » a-t-il coupé. « Personne ne se soucie de vous, à part Léana. » Léana restait silencieuse,
les yeux baissés, les mains croisées sur ses genoux. Et vous la remerciez, en la déshéritant, en lui volant ce qui lui revient de droit. Je ne vole rien, c'est mon argent. Votre argent? Il a ri, un rire froid, méprisant. Madame Duval, soyons clairs, cet appartement, ces économies, tout ça, c'est le fruit du travail de votre mari, pas du vôtre. Vous étiez juste, là, une femme au foyer qui a eu la chance d'épouser un homme qui gagnait bien sa vie. Chaque mot était une gifle. Henri était ingénieur. Vous étiez quoi? Professeur? Il a prononcé le mot « professeur » comme on prononce une insulte. Vous gagnez quoi? 2000 € par mois? C'est ridicule. Tout ce que vous avez, c'est grâce à Henri. Et Henri aurait voulu que sa fille hérite. J'ai senti la colère monter en moi. Une colère froide, maîtrisée. Henri aurait voulu que sa fille soit une femme digne, pas une voleuse. Léana a relevé la tête brusquement. Je ne suis pas une voleuse. Tu as pris de l'argent sur mon compte sans mon accord. Comment tu appelles ça? Je t'aidais. En me volant? Phileas a levé la main, comme pour calmer la situation. Écoutez, Madame Duval, on ne va pas s'énerver. On est venu pour trouver une solution. Quelle solution? Vous annulez les modifications de votre testament. Vous remettez Léana comme unique héritière. Et en échange, on s'occupe de vous. On vient vous voir régulièrement. On vous aide. On est une famille. Et si je refuse? Son sourire a disparu. Ce serait dommage. C'est une menace? Non, madame. C'est un conseil. Il s'est levé. Léana l'a imité. Réfléchissez bien. Vous avez 70 ans. Vous n'allez pas vivre éternellement. Et quand vous mourrez, tout cet argent ira à des associations qui ne vous connaissent même pas, des étrangers, alors que votre propre fille, votre propre sang, n'aura rien. Ma propre fille m'a déjà tout pris. Phileas a serré les mâchoires. Très bien. On voit que vous êtes têtu. On va vous laisser réfléchir. Ils se sont dirigés vers la porte. Puis Phileas s'est retourné. Au fait, Madame Duval, vous savez que votre appartement vaut cher? Très cher. Avec l'emplacement, la superficie, on parle de combien? 600 000? 700 000 €? Je n'ai rien répondu. C'est beaucoup d'argent, beaucoup. Il a mis ses mains dans ses poches et m'a regardé droit dans les yeux. Les personnes âgées ont des accidents, vous savez. Elles tombent dans les escaliers. Elles oublient de fermer le gaz. Elles prennent les mauvais médicaments. Mon sang s'est glacé. Vous êtes en train de me menacer? Pas du tout. Je dis juste que la vie est fragile, surtout à votre âge. Léana a tiré sur sa manche. Phileas, viens, on y va. Ils sont partis. La porte s'est refermée. Je suis restée debout au milieu de mon salon, tremblante, le cœur battant à tout rompre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans mon lit, tous les sens en alerte, à guetter le moindre bruit. Chaque craquement du parquet me faisait sursauter. Chaque passage de voiture dans la rue me mettait en alerte. J'avais peur. Pour la première fois depuis des années, j'avais vraiment peur. Phileas n'avait pas seulement menacé de me déshériter, il avait menacé ma vie. Et Léana était restée silencieuse. Elle n'avait rien dit, elle n'avait pas protesté. Elle avait laissé cet homme me menacer. Était-elle complice ou était-elle sous son emprise? Je ne savais plus. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de Léana. « Maman, j'espère que tu as bien réfléchi. On ne veut pas de problème. On veut juste ce qui nous revient. Donne-nous une réponse avant la fin de la semaine. » La fin de la semaine. 4 jours. 4 jours pour décider si j'allais céder ou résister. 4 jours pour décider si j'allais me soumettre ou me battre. J'ai passé la journée à réfléchir. J'ai pensé à Henri, à ce qu'il aurait fait. Henri aurait combattu. Henri n'aurait jamais laissé un homme comme Phileas le menacer. Mais Henri était un homme. Grand, fort, respecté. Moi, je n'étais qu'une vieille femme seule, ou du moins, c'est ce que Phileas pensait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais un atout, un téléphone, un contact, un homme qui m'avait dit un jour « Si tu as besoin d'aide, appelle-moi ». Ce soir-là, assise dans mon salon, j'ai sorti le téléphone secret. J'ai regardé le contact enregistré. Georges Valentin, chef de la police judiciaire de Paris. J'ai hésité longtemps, très longtemps, puis j'ai composé le numéro. La sonnerie a retenti. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis une voix grave, profonde, familière. « Allô ?» Mon cœur s'est arrêté. « Georges ?» Un silence. « Et Nora ?» Sa voix était incrédule. « Oui.
C'est moi. Mon Dieu. Enora. Ça fait 20 ans. 20 ans? Un autre silence, chargé d'émotions, de souvenirs, de tout ce qui n'avait jamais été dit. Enora, qu'est-ce qui se passe? J'ai fermé les yeux. Georges, j'ai besoin d'aide. Dis-moi tout. Et là, dans le silence de mon appartement, avec la nuit qui tombait sur Paris, j'ai tout raconté. Les virements, le testament, Léana, Philéas, les menaces, tout. Georges a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, il y a eu un long silence. Puis il a dit « Enora, tu as bien fait de m'appeler. Cet homme est dangereux, très dangereux. Qu'est-ce que je dois faire? Pour l'instant, rien. Continue ta vie normalement. Mais garde ce téléphone sur toi, tout le temps. Et si quelque chose se passe, si tu te sens en danger, tu m'envoies ta localisation. Immédiatement, tu comprends? Oui. Je vais faire quelques vérifications sur ce Philéas Marchand. Si ce que tu me dis est vrai, il a peut-être déjà un dossier. Merci, Georges. Ne me remercie pas. Il s'est arrêté. Tu es importante pour moi, Enora. Tu l'as toujours été. Des larmes ont roulé sur mes joues. Toi aussi. Je te rappelle demain. Fais attention à toi. Promis. J'ai raccroché. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti un poids se soulever. Je n'étais plus seule. J'avais un allié. Mais ce que je ne savais pas, c'est que les choses allaient se précipiter bien plus vite que prévu. Que Philéas et Léana n'allaient pas attendre la fin de la semaine. Et que dans 3 jours à peine, ma vie allait basculer dans l'horreur. Les 2 jours qui ont suivi mon appel à Georges ont été étrangement calmes. Trop calmes. Pas de nouvelles de Léana. Pas de messages. Pas d'appel. Rien. Ce silence m'inquiétait plus que les menaces. C'était comme l'œil du cyclone, ce moment de tranquillité trompeuse, juste avant que tout explose. Georges m'avait rappelé le lendemain, comme promis. Enora, j'ai fait quelques recherches sur Philéas Marchand. Et ce type est plus sale que ce que ton détective a trouvé. Il a un dossier. Escroquerie financière en 2016. Il a échappé aux poursuites grâce à un bon avocat et des témoins qui se sont rétractés. Mon sang s'est glacé. Des témoins qui se sont rétractés? Oui. Officiellement, par manque de preuves. Officieusement, on pense qu'ils ont été intimidés. Mon Dieu. Il fréquente aussi des gens peu recommandables. Des prêteurs sur gage, des types qui font dans le recouvrement de dettes, musclés. Tu veux dire? Je veux dire que si Philéas Marchand te menace, ce n'est pas du vent. Il a les moyens de passer à l'acte. J'ai fermé les yeux, le cœur battant. Qu'est-ce que je dois faire? Comme je t'ai dit, continue ta vie normalement. Ne change rien à tes habitudes. Mais garde le téléphone sur toi en permanence. Et surtout, si tu sens le moindre danger, tu m'envoies ta localisation. J'arrive avec mes hommes. D'accord. Enora. Oui, fais-moi confiance. Je ne laisserai personne te faire du mal. Sa voix était ferme, rassurante. Merci, Georges. Le 3e jour, un jeudi après-midi, alors que je rentrais de mes courses, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. Pas de timbre, pas d'adresse, juste mon prénom écrit à la main. Enora. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une simple feuille de papier. Dernière chance. Samedi 14h, chez toi. On règle ça une bonne fois pour toutes. Si tu refuses, tu le regretteras. Pas de signature. Mais je savais qu'il avait écrite. Philéas. Samedi. Dans 2 jours. J'ai immédiatement appelé Georges. Enora? Ils veulent me voir samedi, chez moi, 14h. Qu'est-ce qu'ils veulent? Que je change mon testament. C'est leur dernière chance, ils disent. J'ai entendu Georges soupirer à l'autre bout du fil. Enora, écoute-moi bien. Tu ne vas pas les recevoir seule. Qu'est-ce que tu proposes? Je vais mettre en place une surveillance. Discrète. Des hommes en civil dans le quartier. Si ça dégénère, ils interviennent. Mais ils vont se rendre compte de quelque chose? Non. Mes hommes sont des professionnels. Philéas ne verra rien. Et s'ils deviennent violents? C'est justement pour ça que je serai là, pas loin, très près. Et tu auras ton téléphone. Au moindre signal, j'entre. J'ai fermé les yeux. Georges, je ne veux pas que Léana aille en prison. Enora, elle est manipulée, je le sais. C'est lui, le vrai coupable, pas elle. Georges a soupiré encore. On verra. Mais si elle participe activement à quelque chose d'illégal, je ne pourrai rien faire. Je sais. Le vendredi est passé dans une angoisse sourde. Je n'arrivais pas à manger, pas à dormir, pas à penser à autre chose qu'à ce rendez-vous du lendemain. J'ai relu mon testament 10 fois. J'ai vérifié que tous mes papiers étaient en ordre.
J'ai écrit une lettre au cas où. Une lettre pour Georges. Une lettre où j'expliquais tout. Une lettre que j'ai cachée dans un livre, sur mon étagère. Puis j'ai attendu. Le samedi matin, Georges m'a appelé. « Enora, tout est en place. J'ai 3 hommes en civil dans ton quartier. Un faux livreur. Un faux SDF sur le banc en face de ton immeuble. Un faux jogger. D'accord. Et moi, je serai dans une voiture banalisée, à 2 rues de chez toi. Dès que tu m'envoies ta localisation, je suis là en moins de 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes, Enora. Peut-être moins. Et si ça va trop vite? Ça n'ira pas trop vite. Je te le promets. J'ai pris une grande inspiration. Georges, merci. Pour tout. Ne me remercie pas encore. On n'a encore rien fait. À 13h45, j'ai enfilé mon cardigan. J'ai glissé le téléphone secret dans la poche intérieure. Bien caché. Bien accessible. J'ai vérifié qu'il était chargé à 100%, que le volume était au maximum, que le numéro de Georges était toujours le seul contact enregistré. Tout était prêt. J'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu le faux SDF sur le banc, puis le faux livreur qui traînait devant l'immeuble d'en face. Ils étaient là. Georges avait tenu parole. Je n'étais pas seul. À 14h précises, on a sonné. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. J'ai pris une grande inspiration. Puis j'ai ouvert. Léana et Philéas se tenaient sur le palier. Léana portait un jean et un pull noir. Pas de maquillage. Les cheveux tirés en arrière. Elle avait l'air fatiguée. Épuisée même. Philéas, lui, portait un costume sombre. Il avait les traits durs, les mâchoires serrées. « Bonjour, maman », a dit Léana d'une voix neutre. « Bonjour. On peut entrer ?» J'ai hésité, puis j'ai reculé. Ils sont entrés. Cette fois, Philéas a retiré son manteau, comme s'il comptait rester. Nous nous sommes assis au salon, moi dans mon fauteuil, eux sur le canapé. Le silence s'est installé, lourd, pesant. Puis Philéas a pris la parole. « Et, Madame Duval, on est venu chercher une réponse. » « Une réponse à quoi ? Vous savez très bien. Votre testament. Mon testament est mon affaire. » Il a souri. Un sourire froid. « Plus maintenant. Maintenant, c'est aussi notre affaire. Celle de Léana. Celle de votre famille. »« Ma famille ?» J'ai regardé Léana. Elle gardait les yeux baissés, les mains croisées sur ses genoux. « Léana, regarde-moi. » Elle a levé les yeux lentement. Et j'ai vu quelque chose qui m'a brisé le cœur. De la honte, de la peur. « Léana, tu es d'accord avec tout ça ?» Elle a ouvert la bouche, mais Philéas l'a coupée. Bien sûr qu'elle est d'accord. C'est normal. C'est sa mère. C'est son héritage. Je ne te parle pas à toi. Je parle à ma fille. Philéas s'est penché en avant, les yeux brillants de colère. « Écoutez, madame, on n'a pas de temps à perdre. Vous allez appeler votre notaire. Maintenant. Et vous allez annuler les modifications de votre testament. » « Non !» Le mot était sorti calmement. Fermement. Philéas a serré les poings. « Non, non, je ne changerai pas mon testament. Vous êtes sérieuse ? Très sérieuse. » Il s'est levé brusquement. Léana a sursauté. « Vous savez ce que vous êtes en train de faire ? » « Oui, je défends ce qui est à moi. »« Ce qui est à vous ?» Il a ri. Un rire mauvais. « Vous n'avez rien compris. Rien de tout ça n'est à vous. C'est à Léana. C'est son droit. C'est mon argent, mon appartement, ma vie. » Votre vie ? Il a fait un pas vers moi. Votre vie ne vaut plus rien, Madame Duval. Vous êtes vieille, inutile. Vous attendez juste de mourir. Philéas, arrête, a murmuré Léana. Mais il ne l'a pas écouté. Et vous savez quoi ? Vous allez mourir. Bientôt. Très bientôt. Et quand ça arrivera, tout cet argent ira à des associations de merde, à des inconnus, alors que Léana, votre propre fille, n'aura rien. Philéas, s'il te plaît. Il s'est tourné vers elle, furieux. « Tais-toi !» Léana a reculé, le visage pâle. Puis Philéas s'est tourné vers moi, le visage déformé par la rage. « Très bien. Puisque vous ne voulez pas comprendre par la douceur, on va procéder autrement. » Il a sorti son téléphone de sa poche. « J'ai ici un contrat de prêt, avec votre signature. Vous me devez 50 000 €. » « Quoi ? 50 000 €, que vous m'avez emprunté il y a 6 mois. » « C'est faux. Je ne vous ai jamais rien emprunté. Prouvez-le. » Il m'a tendu son téléphone. Sur l'écran, un document, un contrat, avec ma signature, une signature qui ressemblait à la mienne, mais qui n'était pas la mienne. C'est un faux. Ah oui ? Alors on verra au tribunal. En attendant, vous me devez 50 000 € et je vais les récupérer.
Je ne vous dois rien. Ma voix tremblait. Phileas s'est approché encore, trop près. Écoutez-moi bien, vieille folle. Vous allez signer un Nouveau Testament. Maintenant. Ici. Où je vous promets que vous allez le regretter. Sors de chez moi. Quoi? Sors de chez moi. Tout de suite. Il a éclaté de rire. Vous croyez que vous pouvez me donner des ordres? Phileas, on devrait partir, a dit Léana d'une voix faible. On part quand j'ai décidé qu'on part. Il s'est tourné vers moi, le visage rouge de colère. Vous allez signer? Non. Vous allez signer? Non. Et là, quelque chose a basculé. Phileas a attrapé mon bras. Fort. Trop fort. Léana, appelle maître Lavergne. Maintenant. Phileas, lâche-la. Appelle-le. Léana a sorti son téléphone, les mains tremblantes. Phileas, je ne peux pas. Tu ne peux pas? Il a lâché mon bras et s'est dirigé vers elle. Tu ne peux pas? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Tu es pathétique, comme ta mère. Et là, il a levé la main. Et il a frappé Léana. En plein visage. Elle est tombée sur le canapé, le visage entre les mains, en pleurant. Mon sang n'a fait qu'un tour. Ne la touche pas! Phileas s'est tourné vers moi, les yeux fous. Ah, maintenant vous la défendez? Maintenant? Il a fait un pas vers moi. Vous voulez défendre quelqu'un? Alors défendez-vous vous-même. Et avant que je puisse réagir, il m'a attrapé par les cheveux. La douleur a été fulgurante. Il m'a tiré vers lui, puis vers le sol. J'ai crié, j'ai essayé de me débattre, mais j'étais trop faible. « Phileas, arrête, arrête !» hurlait Léana. Mais il ne s'arrêtait pas. Il m'a traîné à travers le salon, mes genoux raclant le parquet, mes mains agrippant désespérément ses poignets. « Apprends ta place, vieille idiote !» Il a ouvert la porte de ma chambre d'amis, une petite pièce que j'utilisais comme débarras. Il m'a jeté à l'intérieur. Je suis tombé lourdement, le souffle coupé. « Vous resterez ici jusqu'à ce que vous changiez d'avis. » Phileas, non. Léana était derrière lui, en larmes. « On ne peut pas faire ça. On peut. Et on va le faire. » Il a claqué la porte. J'ai entendu la clé tourner dans la serrure. Puis leur voix étouffée. Léana qui pleurait. Phileas qui criait. « Tu ne comprends rien. Si elle ne signe pas, on perd tout, tout. Mais on ne peut pas la séquestrer. On ne la séquestre pas. » On lui fait comprendre. « Phileas, je t'en supplie, tais-toi. » Puis le silence. Je suis restée allongée sur le sol, tremblante, en pleurs. Mon crâne me faisait mal. Mes genoux saignaient. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. Puis je me suis souvenue. Le téléphone dans ma poche. Avec des mains tremblantes, je l'ai sorti. Il était encore là, intact. J'ai ouvert l'application de localisation. J'ai appuyé sur « Partager ma position ». J'ai sélectionné le contact, Georges. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Puis j'ai écrit un message. « Aide-moi ». J'ai appuyé sur « Envoyer ». Et là, dans cette petite pièce sombre, enfermée, blessée, humiliée, j'ai attendu, j'ai prié, et j'ai espéré que Georges arriverait à temps. Le temps s'est arrêté. Dans cette petite pièce sombre, recroquevillée sur le sol froid, je ne savais plus si les minutes passaient ou si elles s'étaient figées pour toujours. J'entendais des voix à travers la porte. Phileas et Léana. Ils se disputaient. « On ne peut pas la laisser là !» C'était la voix de Léana, brisée, désespérée. « Ferme-la. Tu veux tout perdre? C'est ça que tu veux? Mais elle est enfermée. On l'a enfermée. C'est de la séquestration. Et alors, qui va le savoir? Elle? » Un rire mauvais. « Elle n'a personne. Personne ne viendra la chercher. On peut la laisser ici 3 jours si on veut. 3 jours sans manger, sans boire. Elle finira bien par comprendre. Phileas, tu es devenu fou. » Le bruit d'une gifle, puis un cri étouffé. « Je ne suis pas fou. Je suis réaliste. Cette vieille nous doit tout, tout. Et elle refuse de payer. » Des sanglots. Léana pleurait. « Va dans la cuisine. Calme-toi. Et réfléchis à ce que tu veux vraiment. Moi ou elle. » Des pas. Une porte qui claque. Puis le silence. J'ai regardé l'écran de mon téléphone. Le message avait été envoyé. La localisation partagée. « Aide-moi. » Georges avait-il reçu le message? Était-il en route? J'ai vérifié l'heure. 14h22. 3 minutes seulement s'étaient écoulées depuis que Phileas m'avait enfermé ici. 3 minutes qui avaient semblé durer une éternité. Georges avait dit « 3 minutes, peut-être moins ». J'ai serré le téléphone contre ma poitrine. « Tiens bon, Enora. Tiens bon.
À 14h25, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, puis se refermer. Quelqu'un était sorti. Ou quelqu'un était entré? Mon cœur s'est emballé. J'ai collé mon oreille contre la porte de ma prison. Des pas, lourds. Phileas. Il marchait dans l'appartement, d'une pièce à l'autre. Que cherchait-il? Puis j'ai entendu sa voix, étouffée, comme s'il parlait au téléphone. Oui, oui, c'est réglé. Non, elle ne dira rien. Elle n'a personne. Oui, je sais. Dans quelques heures, elle signera. Fais-moi confiance. Un silence. Combien? 75 000? Oui, je sais. Mais une fois qu'elle aura signé, on vend l'appartement. 700 000 minimum. On sera tranquille. Il voulait vendre mon appartement. Mon appartement. Celui où j'avais vécu avec Henri. Celui où j'avais élevé Léana. Celui qui contenait tous mes souvenirs. Il voulait tout me prendre. Absolument tout. À 14h30, j'ai entendu une autre voix. Léana. Phileas, on devrait peut-être quoi? La laisser sortir. S'il te plaît. Pour qu'elle appelle la police? Tu es idiote ou quoi? Elle ne va pas appeler la police. C'est ma mère. Justement, c'est ta mère. Et tu vois comment elle te traite? Elle te déshérite. Elle te vole ton héritage. Mais il n'y a pas de « mais », Léana. C'est elle ou nous? Un long silence. Puis la voix de Léana, si faible que je l'ai à peine entendue. D'accord. Mon cœur s'est brisé. Ma fille. Ma propre fille venait de choisir. Et elle ne m'avait pas choisi. À 14h35, j'ai entendu des bruits étranges, des tiroirs qu'on ouvrait, des objets qu'on déplaçait. Phileas fouillait mon appartement. Il cherchait quelque chose. Mes papiers? Mon testament? Mes relevés bancaires? J'ai pensé à la lettre que j'avais cachée dans le livre, sur l'étagère du salon, pourvu qu'il ne la trouve pas. Les minutes passaient, lentement, inexorablement. 14h38. 14h40. Où était Georges? Pourquoi n'était-il pas encore là? 3 minutes, avait-il dit. 3 minutes. Mais 15 minutes s'étaient déjà écoulées depuis que j'avais envoyé le message. Peut-être qu'il n'a pas reçu le message. Peut-être qu'il est coincé dans les embouteillages. Peut-être qu'il ne viendra pas. Les pensées se bousculaient dans ma tête, de plus en plus sombres, de plus en plus désespérées. À 14h42, j'ai entendu Phileas crier. « Léana, viens voir !» Des pas précipités. « Quoi ? Regarde !» Un silence. « C'est quoi ?» Un téléphone. Mon sang s'est glacé. Un vieux téléphone, caché dans un tiroir de sa chambre. Non, 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 non. Il avait trouvé mon autre téléphone, celui que j'utilisais normalement, celui que Léana connaissait. « Et alors ?» a demandé Léana. « Alors, ça veut dire qu'elle en a peut-être un autre, un téléphone secret. » Pourquoi elle aurait un téléphone secret? Parce qu'elle ne nous fait pas confiance, parce qu'elle avait prévu quelque chose. J'ai serré mon téléphone encore plus fort contre moi. Ne le trouve pas, ne le trouve pas. Fouille partout, ses poches, son sac, partout. Phileas, partout. Des pas se sont approchés de la porte, puis la clé dans la serrure. La porte s'est ouverte brutalement. Phileas se tenait sur le seuil, le visage déformé par la rage. Debout. Je n'ai pas bougé. J'ai dit debout. Il est entré, m'a attrapé par le bras et m'a tiré violemment. J'ai crié de douleur. Où est-il? Où est quoi? Ton téléphone, l'autre. Je n'ai pas d'autre téléphone. Menteuse. Il a fouillé mes poches. D'abord la gauche, rien. Puis la droite, rien. Puis il s'est arrêté. Ses yeux se sont posés sur mon cardigan, la poche intérieure. Non, ai-je murmuré. Il a plongé sa main et a sorti le téléphone. Mon téléphone. Mon seul espoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a regardé l'écran. Le message envoyé. La localisation partagée. Aide-moi. Son visage est devenu livide. Tu as appelé quelqu'un? Non. Qui? Qui as-tu appelé? Il a regardé les contacts. Un seul nom. Georges. Georges? Qui c'est Georges? Personne. Personne? Il a ouvert l'historique des appels. Un appel sortant. Jeudi soir. 20h12. Durée. 8 minutes. Tu l'as appelé jeudi. Tu lui as tout raconté. Non. Menteuse. Il a jeté le téléphone par terre et l'a écrasé avec son talon. Le craquement du plastique qui se brise. L'écran qui explose en 1000 morceaux. Mon espoir. Détruit. Phileas, qu'est-ce que tu as fait? Léana était dans l'encadrement de la porte, le visage livide.
Ce que j'aurais dû faire depuis le début. Il s'est tourné vers moi, les yeux fous. Maintenant, tu vas m'écouter. Tu vas signer. Ici. Maintenant. Ou je te jure que tu ne sortiras jamais d'ici. Je ne signerai rien. Alors tu vas crever ici. Il m'a poussé violemment. Je suis retombée dans la petite pièce. Il a claqué la porte, tourné la clé. Et cette fois, je savais qu'il ne reviendrait pas avant longtemps. Je me suis effondrée sur le sol, en sanglots. Le téléphone était détruit. Georges ne savait pas ce qui se passait. Il ne viendrait pas. J'étais seule, vraiment seule. C'est fini, Enora. C'est fini. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Georges avait bien reçu ma localisation. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il était déjà en route. Ce que je ne savais pas, c'est que dans cette ville immense, dans ces rues embouteillées, dans ce samedi après-midi chaotique, il faisait tout ce qu'il pouvait pour arriver à temps. 14h47. Dans une voiture banalisée, à 2 kilomètres de mon appartement, Georges Valentin regardait son téléphone. Le message d'Enora. Aide-moi. La localisation partagée. 12 rue Blomette, Paris 15e, appartement 4A. Il avait appelé ses hommes immédiatement. Tous les effectifs, rue Blomette, maintenant. Code rouge, vie en danger. Mais les embouteillages étaient denses. Un accident sur le boulevard Pasteur, les voitures bloquées, les sirènes hurlantes qui n'avançaient pas. Georges tambourinait sur le volant, le visage tendu. « Avance, bon sang, avance !» À côté de lui, son adjoint, le capitaine Roussel, parlait au téléphone. « Équipe Alpha, vous êtes où ? Rue de Vaugirard. Trop loin. Équipe Bravo. Vous êtes bloqué aussi ? Merde. » Georges a regardé sa montre. 14h48. 26 minutes depuis le message d'Enora. Trop long. Beaucoup trop long. On y va à pied. Patron ? À pied. Georges est sorti de la voiture en trombe. Il a couru. À travers la circulation. Entre les voitures. Sur les trottoirs. Roussel le suivait, essoufflé. « Patron, attendez !» Mais Georges ne pouvait pas attendre. Enora était en danger. Enora, qu'il avait aimée il y a 20 ans. Enora, qu'il n'avait jamais oubliée. Enora, qu'il ne laisserait pas mourir. 14h50. Georges et Roussel arrivaient rue Blomet, en sueur, le souffle court. Derrière eux, 3 voitures de police venaient de se garer en catastrophe. 6 agents en sont sortis. Appartement 4A. 4e étage. 2 suspects. Un homme, Phileas Marchand. Une femme, Léana Duval. La victime est Enora Duval, 70 ans. Armée ? A demandé un agent. On ne sait pas, mais considérez-les comme dangereux. Georges a dégainé son arme. On y va, silencieux. Pas de sirène. On ne veut pas les alerter. Ils sont entrés dans l'immeuble. L'ascenseur était trop lent. Ils ont pris les escaliers. 4 étages, marche après marche. Le cœur de Georges battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait exploser. « Tiens bon, Enora, tiens bon, 14h52. » Il se tenait devant la porte de l'appartement 4A. Georges a collé son oreille contre la porte. Des voix, étouffées. 2 personnes qui se disputaient. « Ne peut pas rester ici. Ferme-la. » Il a fait signe à ses hommes. Prêt ? Hochement de tête. Georges a frappé à la porte. 3 coups. Ferme. Autoritaire. Police. Ouvrez. Un silence. Puis des bruits de pas précipités. Police. Ouvrez immédiatement. Rien. Georges a reculé. Enfoncé. 2 agents se sont avancés avec un bélier. 1 coup. 2 coups. La porte a cédé. Ils sont entrés en trombe. Police. Ne bougez pas. Dans le salon, Phileas se tenait debout, le visage décomposé. À côté de lui, Léana, recroquevillée sur le canapé, les yeux rouges de larmes. Les mains en l'air. Maintenant. Phileas a levé les mains lentement. Vous faites erreur. Où est Enora Duval ? Qui ? Enora Duval. Où est-elle ? Georges avait hurlé. Léana a pointé du doigt une porte fermée. Là. Elle est là. Georges s'est précipité. Il a essayé d'ouvrir. Verrouillé. La clé. Où est la clé ? Phileas n'a rien dit. La clé. Bon sang. Léana a montré la poche de Phileas. Il l'a... Dans sa poche, un agent a plaqué Phileas contre le mur et a fouillé ses poches. Il a sorti une petite clé. Georges l'a saisie et a ouvert la porte. Enora était allongée sur le sol, recroquevillée, les cheveux défaits, les genoux ensanglantés. « Enora !» Il s'est agenouillé à côté d'elle. « Enora, c'est moi. C'est Georges.
Elle a ouvert les yeux lentement. Georges? Oui, c'est moi. Tu es en sécurité maintenant. Des larmes ont coulé sur ses joues. Il m'a enfermée. Je sais, c'est fini maintenant. Il l'a aidée à se relever doucement. Elle tremblait de tout son corps. Amenez une couverture, a ordonné Georges. Un agent est revenu avec une couverture qu'il a posée sur les épaules d'Enora. Georges l'a guidée hors de la pièce. Dans le salon, Phileas était menotté, maintenu par 2 agents. Léana pleurait toujours, le visage dans les mains. Enora s'est arrêtée devant eux. Elle a regardé Phileas, puis Léana. Léana a levé les yeux. Maman, je suis désolée. Je suis tellement désolée. Enora n'a rien dit. Elle s'est détournée, et elle a laissé Georges la guider vers la sortie. 14h57. 25 minutes. 25 minutes entre le moment où Enora avait envoyé son message et le moment où Georges était arrivé. 25 minutes qui avaient semblé durer une éternité. Mais il était arrivé, et Enora était sauve. L'hôpital sentait le désinfectant et le café froid. J'étais assise sur un lit d'examen, une couverture sur les épaules, tandis qu'une infirmière nettoyait mes genoux écorchés. « Ça va piquer un peu », a-t-elle dit doucement. J'ai à peine senti la douleur. J'étais ailleurs, dans un brouillard épais où les sons arrivaient étouffés et les images floues. Georges se tenait près de la porte, les bras croisés, le visage grave. Il n'avait pas quitté la pièce depuis notre arrivée. « Madame Duval, vous avez eu de la chance », a dit le médecin en examinant mon crâne. « Quelques contusions, des écorchures, mais rien de cassé. Vous allez avoir des bleus pendant quelques jours, mais rien de grave. De la chance. » J'ai pensé à Phileas me traînant par les cheveux, à cette porte qui se refermait sur moi, à ces 25 minutes d'enfer. De la chance. 1 heure plus tard, j'étais assise dans le bureau de Georges, au 36 quai des Orfèvres. Un bureau sobre. Des dossiers empilés, une photo de sa famille sur le bureau, une femme élégante, 2 enfants adolescents. Il m'a tendu une tasse de thé. « Bois, ça va te réchauffer. » J'ai pris la tasse entre mes mains tremblantes. « Merci. Pour tout. Ne me remercie pas. J'aurais dû arriver plus tôt. Tu es arrivé. C'est tout ce qui compte. » Il s'est assis en face de moi. « Enora, il faut qu'on parle de ce qui va se passer maintenant. » J'ai hoché la tête. Phileas Marchand est en garde à vue. Séquestration, violence volontaire, tentative d'extorsion. Il va passer devant un juge demain. Et Léana? Georges a soupiré. Léana aussi est en garde à vue. Elle était présente. Elle n'est pas intervenue. Légalement, elle est complice. Mon cœur s'est serré. Mais elle a essayé de l'arrêter. Je l'ai entendue. Elle lui a dit d'arrêter. Je sais, et ça jouera en sa faveur. Mais elle a participé à la séquestration. Elle savait que tu étais enfermé. Elle n'a pas appelé la police. Parce qu'elle avait peur de lui. Peut-être, mais ça ne change rien au fait. J'ai fermé les yeux. Qu'est-ce qui va lui arriver? Ça dépend. Si le juge considère qu'elle était sous emprise, elle peut s'en sortir avec du sursis. Mais si le procureur prouve qu'elle était complice active, elle risque la prison. Combien de temps? 2 ans. Peut-être 3. 3 ans. Ma fille. En prison. Georges. Oui? Je ne veux pas porter plainte contre elle. Il m'a regardé longuement. Enora, je sais ce que tu vas dire, mais c'est ma décision. Phileas, oui. Lui, je veux qu'il paye. Mais Léana, ma voix s'est brisée. C'est ma fille. Georges a posé sa main sur la mienne. Tu es sûr? Oui. Il a hoché la tête. Très bien. Je vais en parler au procureur. Mais même sans ta plainte, elle risque des poursuites. Elle était présente sur les lieux. Fais ce que tu peux. S'il te plaît. Bon, je te le promets. Le lendemain, dimanche, je suis restée chez moi. Enfin, chez moi, l'appartement ne ressemblait plus à rien. La police avait tout fouillé. Mes tiroirs étaient ouverts, mes affaires éparpillées. La porte d'entrée était cassée, provisoirement réparée avec des planches. Je me suis assise dans mon fauteuil, près de la fenêtre, et j'ai regardé Paris s'éveiller. Les gens allaient au marché. Les enfants jouaient dans la rue. La vie continuait. Mais pour moi, plus rien n'était pareil. J'avais été trahie, agressée, séquestrée, par ma propre fille et l'homme qu'elle avait choisi. Et maintenant, je devais décider ce que j'allais faire de ma vie. Le lundi matin, Maître Lavergne m'a appelé. Madame Duval, j'ai appris ce qui s'est passé. Je suis absolument consternée. Merci, maître. J'ai pensé que vous voudriez savoir. Phileas Marchand a comparu devant le juge ce matin. Il a été placé en détention provisoire. Et Léana? Mademoiselle Duval a été libérée sous contrôle judiciaire.
Elle n'a pas le droit de vous contacter. Je vois. Madame Duval, concernant votre testament. Oui? Souhaitez-vous le modifier à nouveau? J'ai réfléchi longuement. Non. Il reste tel quel. Vous êtes certaine? Oui. Léana ne recevra rien de moi. Ni maintenant, ni après ma mort. Un silence. Très bien, madame. Comme vous voudrez. Les jours suivants ont été étranges. J'attendais des nouvelles de Léana. Un appel. Un message. Une lettre. Rien. Puis, le jeudi, j'ai reçu un courrier. Une enveloppe manuscrite. Son écriture. J'ai hésité longtemps avant de l'ouvrir. Puis, je l'ai fait. Maman, je ne sais même pas par où commencer. Je suis désolée. Ces mots sont tellement faibles, tellement insuffisants pour ce que je t'ai fait subir. Je n'ai pas d'excuses. Rien ne peut justifier ce qui s'est passé. Rien. J'ai été aveugle, stupide, égoïste. Philéas m'a manipulée. Mais je ne peux pas rejeter toute la faute sur lui. J'ai fait des choix, de mauvais choix, et tu en as payé le prix. Je comprends que tu ne veuilles plus jamais me voir. Je comprends que tu m'aies retiré de ton testament. Tu as raison, je ne mérite rien. Mais s'il te plaît, sache que je t'aime, que je t'ai toujours aimé, même quand je te faisais du mal, même quand je te volais, même quand je te trahissais. Je sais que ça ne change rien. Je sais que l'amour ne suffit pas. Mais c'est tout ce qu'il me reste à te dire. Je suis désolée, maman. Ta fille, qui ne mérite plus de l'être, Léana. J'ai lu cette lettre 10 fois, puis je l'ai posée sur la table, et j'ai pleuré. Pas de colère, pas de haine, juste de tristesse. Tristesse pour la petite fille qu'elle avait été, pour la femme qu'elle était devenue, pour tout ce qui avait été perdu. Le vendredi, Georges est venu me voir. « Enora, j'ai des nouvelles. Dis-moi, le procès de Philéas aura lieu dans 3 mois. Le procureur a requis 5 ans de prison ferme. Avec son casier et la gravité des faits, il devrait les prendre. Bien. Pour Léana, grâce à ton témoignage et au fait que tu n'as pas porté plainte contre elle, le procureur a décidé de ne pas poursuivre. Elle a eu un rappel à la loi. C'est tout. Elle est libre? Oui. J'ai hoché la tête lentement. C'est bien. Et Nora, tu es sûre que c'est ce que tu veux? Oui. Elle a fait des erreurs graves, mais elle reste ma fille, et je ne veux pas qu'elle aille en prison pour avoir été manipulée par un homme dangereux. Georges m'a regardé avec une tendresse infinie. Tu es une femme remarquable. Tu le sais? Non. Je suis juste une mère qui a échoué. Tu n'as pas échoué. Tu as aimé. Parfois, on ne peut rien faire de plus. Les semaines ont passé. Philéas a été jugé, condamné à 6 ans de prison ferme. Léana a déménagé. Je ne sais pas où. Je n'ai pas cherché à savoir. Mon appartement a été réparé. Une nouvelle porte, une nouvelle serrure. Mais les cicatrices restaient. Invisibles, mais présentes. J'ai repris ma vie. Mes courses au Monoprix, mes cafés sur le balcon, mes livres policiers. Mais quelque chose avait changé en moi. Je n'étais plus la même femme. J'avais été brisée, trahie, humiliée. Mais j'avais survécu. Un soir, alors que je rangeais mes affaires, je suis tombée sur le téléphone détruit. Les morceaux de plastique, l'écran brisé. Je les ai ramassés délicatement. Ce téléphone m'avait sauvé la vie. Même détruit, il restait le symbole de ma force, de mon refus de devenir une victime. Je l'ai placé dans une petite boîte, avec la lettre de Léana, avec la photo d'Henri, des souvenirs, douloureux mais importants. Georges venait me voir régulièrement. On prenait le thé, on parlait, de tout et de rien. Un jour, il m'a demandé « Enora, tu lui pardonnes ?»« À qui ?»« À Léana. » J'ai réfléchi longuement. Je ne sais pas. Le pardon, ce n'est pas quelque chose qu'on décide. C'est quelque chose qui vient, ou qui ne vient pas. Et toi, ça vient? Pas encore, mais peut-être un jour. Il a hoché la tête. Et toi, Enora, tu te pardonnes? Me pardonner quoi? De l'avoir aimé, de lui avoir fait confiance, de ne pas avoir vu plus tôt. J'ai senti les larmes monter. Je ne sais pas. Georges a pris ma main. Tu n'as rien à te pardonner. Tu as aimé. C'est tout. Et l'amour ne se pardonne pas. Il se vit. Ce soir-là, seul dans mon appartement, j'ai compris quelque chose. Philéas avait été puni. Par la justice. Par la société. Mais Léana vivrait avec ses choix, avec sa culpabilité, avec le souvenir de ce qu'elle m'avait fait. Et ça, c'était une punition bien plus lourde que n'importe quelle prison. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Philéas avait donné la violence et la manipulation. Il avait reçu la prison.
Léana avait donné la trahison et l'aveuglement. Elle avait reçu la solitude et le remords. Et moi, j'avais donné l'amour. Et en retour, j'avais reçu la douleur. Mais j'avais aussi reçu quelque chose d'autre, la force, la dignité, et la certitude que personne, jamais, ne pourrait plus me briser. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? 6 mois ont passé depuis ce samedi terrible. 6 mois pendant lesquels j'ai appris à vivre avec les cicatrices, les visibles et les autres. Paris a traversé le printemps, puis l'été. Les marronniers ont fleuri. Les terrasses se sont remplies. La vie a continué, indifférente à ma douleur, comme elle le fait toujours. Mais moi, j'avais changé. Je n'étais plus cette femme fragile que Philéas avait cru pouvoir briser. Je n'étais plus cette mère aveugle qui pardonnait tout par amour. J'étais devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort, quelqu'un de plus lucide. Georges venait toujours me voir, chaque semaine, le mercredi après-midi. On prenait le thé, on parlait, parfois de choses légères, parfois de choses profondes. Un mercredi de juillet, il est arrivé avec un journal sous le bras. « Enora, il faut que tu vois ça. » Il a déplié le journal. Une page économique, un petit article en bas à droite. Philéas Marchand, condamné pour escroquerie et violence, fait face à de nouvelles accusations. Plusieurs victimes se sont manifestées depuis son procès. J'ai lu l'article en silence. 4 femmes, toutes âgées, toutes manipulées, toutes dépouillées. Il n'y avait pas que moi, ai-je murmuré. Non, tu n'étais pas la première, et tu n'aurais pas été la dernière. Ces femmes, elles vont porter plainte? Elles l'ont déjà fait. Le procureur a rouvert le dossier. Philéas risque 10 ans supplémentaires. 10 ans. 16 ans au total. Bien, ai-je dit simplement. Georges m'a regardé. Tu ne ressens rien? Pas de satisfaction? Pas de soulagement? Si, mais pas de joie. La justice n'est pas une victoire. C'est juste l'équilibre. Il a souri tristement. Tu es sage, Enora. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de Julien Moreau, le détective privé. Madame Duval, j'espère que je ne vous dérange pas. Non, pas du tout. J'ai pensé que vous voudriez savoir. J'ai des informations sur votre fille. Mon cœur s'est serré. Je ne vous ai rien demandé. Je sais, mais j'ai continué à surveiller, au cas où. Et je pense que vous devriez savoir. Qu'est-ce qui se passe? Léana a quitté Paris. Elle vit maintenant à Lyon. Elle travaille comme secrétaire dans un cabinet d'avocats. Lyon? Oui, un petit appartement, un studio, 28 mètres carrés. J'ai imaginé Léana dans ce studio, seule, loin de tout, loin de moi. Elle va bien? Un silence. Je ne sais pas, Madame Duval. Elle travaille, elle rentre chez elle. Elle ne sort presque pas. Elle n'a pas d'amis, pas de vie sociale. Elle est seule. Oui, très seule. J'ai fermé les yeux. Merci, Monsieur Moreau. De rien, Madame. Et, si je peux me permettre, parfois, la solitude est la meilleure des punitions. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai pensé à Léana, à cette petite fille aux yeux clairs qui me tenait la main, à cette femme froide qui m'avait volé, à cette prisonnière de sa propre culpabilité qui vivait maintenant dans un studio à Lyon. Avais-je gagné? Philéas était en prison. Léana était seule. Mon testament restait inchangé. Mais pourquoi est-ce que je ne ressentais pas de victoire? Pourquoi est-ce que je ressentais juste de la tristesse? 2 semaines plus tard, j'ai reçu un autre courrier de Léana. Cette fois, pas de longues lettres, juste quelques lignes. Maman, je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande rien. Je voulais juste que tu saches que j'ai quitté Paris, que j'ai recommencé à zéro. Ou plutôt, que j'essaie. Je ne sais pas si j'y arriverai. Je ne sais pas si je mérite d'y arriver. Mais je voulais que tu saches que chaque jour, je pense à toi, à ce que je t'ai fait, à ce que j'ai perdu. Je ne te demande rien. Juste que tu saches que tu as eu raison. Surtout. Léana, j'ai relu cette lettre plusieurs fois, puis je l'ai posée sur la table. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Pas du pardon, pas encore, mais quelque chose qui y ressemblait. De la compassion. En septembre, Georges et moi sommes allés nous promener au jardin du Luxembourg. Il faisait beau. Les feuilles commençaient à jaunir. Les enfants jouaient autour du bassin. Tu sais, Enora, je repense souvent à ce jour où tu m'as appelé. Moi aussi. Si tu ne l'avais pas fait, je sais. On a marché en silence pendant un moment. Georges, est-ce que tu crois au karma? Il a réfléchi. Oui, mais pas comme on l'imagine.
Le karma, ce n'est pas une vengeance divine. C'est juste la conséquence naturelle de nos actes. Philéas a eu ce qu'il méritait. Oui, et Léana aussi. Tu crois? Elle vit avec sa culpabilité. Elle a perdu sa mère. Elle a perdu sa dignité. Elle vit seule dans un studio à Lyon, sans amis, sans famille, sans avenir. J'ai regardé les enfants jouer. Elle m'avait traité comme si je ne valais rien, comme si j'étais juste un compte bancaire. Et maintenant, elle sait ce que ça fait d'être seule, vraiment seule. Georges a hoché la tête. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. En octobre, j'ai reçu une visite inattendue. Une jeune femme d'une trentaine d'années. Cheveux courts, regard déterminé. Madame Duval? Oui? Je m'appelle Aurélie Ferrand. Je suis journaliste au Parisien. Je travaille sur un article concernant Philéas Marchand et ses victimes. Mon cœur s'est serré. Je ne veux pas parler à la presse. Je comprends. Mais votre histoire pourrait aider d'autres femmes, d'autres personnes âgées qui sont victimes de ce genre de manipulation. Vous n'êtes pas obligé, mais réfléchissez-y. Votre témoignage pourrait sauver quelqu'un. Elle m'a tendu sa carte. Si vous changez d'avis, appelez-moi. J'ai réfléchi pendant 1 semaine, puis j'ai appelé Aurélie Ferrand. Mademoiselle Ferrand, c'est Enora Duval. Madame Duval, je suis heureuse que vous m'appeliez. Je vais témoigner, mais à une condition. Laquelle? Vous ne mentionnez pas le nom de ma fille. Elle a fait des erreurs, graves, mais elle était sous emprise, et elle a payé. D'accord, je vous le promets. L'article est paru 2 semaines plus tard, une double page, avec mon témoignage, celui de 3 autres femmes, toutes victimes de Philéas. Le titre, Ces femmes que les manipulateurs prennent pour cible. Comment Philéas Marchand a détruit des vies. Mon témoignage était anonyme. Juste, Enora D, 70 ans, retraitée. Mais les mots étaient là. Vrais. Puissants. Il m'a fait croire que j'étais inutile, que ma vie ne valait rien, que j'étais juste une charge pour ma famille. Mais j'ai refusé de disparaître. Après la parution de l'article, j'ai reçu des dizaines de lettres. Des femmes qui avaient vécu la même chose, des familles qui avaient été détruites, des personnes qui me remerciaient d'avoir parlé. Une lettre en particulier m'a touchée. Madame, je m'appelle Monique. J'ai 72 ans. Mon fils et sa compagne essayaient de me faire signer une procuration pour gérer mes comptes. Après avoir lu votre histoire, j'ai refusé. J'ai appelé un avocat. J'ai découvert qu'ils avaient déjà volé 15 000 €. Grâce à vous, j'ai pu les arrêter. Merci. Merci d'avoir eu le courage de parler. J'ai pleuré en lisant cette lettre. Pas de tristesse, de soulagement. Ma douleur avait servi à quelque chose. Mon histoire avait sauvé quelqu'un. Un soir de novembre, alors que la nuit tombait sur Paris, j'ai reçu un appel de Georges. « Enora, j'ai une nouvelle. Bonne ou mauvaise? Les deux. Philéas vient d'être condamné en appel. 16 ans de prison ferme. 16 ans? Oui. Il ne sortira pas avant ses 60 ans. J'ai fermé les yeux. Bien, mais il y a autre chose. Quoi? Une des victimes, celle qui avait témoigné contre lui, elle est décédée. Comment? Crise cardiaque. Le stress du procès, apparemment. Mon cœur s'est serré. Mon Dieu. Son fils m'a appelé. Il voulait te remercier. Il a dit que grâce à ton témoignage, sa mère avait pu obtenir justice avant de partir. J'ai senti les larmes couler. Georges. Oui? Est-ce que ça s'arrête un jour? La douleur? Oui, avec le temps. Mais elle laisse des traces. Je ne veux pas oublier. Tu n'oublieras pas, mais tu apprendras à vivre avec. En décembre, j'ai reçu une dernière lettre de Léana. Maman, j'ai lu ton témoignage dans le journal. Je sais que c'était toi. Je reconnais tes mots. J'ai pleuré en le lisant. Pas de pitié, de honte. Honte de ce que je t'ai fait subir. Honte de ne pas avoir vu qui était vraiment Philéas. Honte d'avoir été si aveugle. Je ne te demande toujours rien. Mais je voulais que tu saches que tu m'as inspiré. J'ai commencé à faire du bénévolat, dans une association qui aide les femmes victimes de violences domestiques. Je ne sais pas si ça rachète quoi que ce soit, mais au moins, j'essaie. Je ne sais pas si on se reverra un jour. Je ne sais pas si tu le veux. Mais je voulais que tu saches que tu m'as appris quelque chose. La dignité. Merci, maman. Léana, j'ai posé la lettre sur la table, et j'ai compris. La vie avait rendu ce qu'elle avait reçu. Philéas avait donné la violence. Il avait reçu la prison. Léana avait donné la trahison. Elle avait reçu la solitude et la culpabilité. Mais elle avait aussi reçu quelque chose d'autre. Une leçon. Une chance de devenir meilleure.
Et ça, c'était peut-être la plus grande justice de toutes. Ce soir-là, assise près de la fenêtre, j'ai regardé les lumières de Paris scintiller dans la nuit. Et j'ai pensé à cette phrase que j'avais lue quelque part. La vengeance est un plat qui se mange froid, mais la justice est un plat qui se sert seul. Je n'avais pas eu besoin de me venger. La vie s'en était chargée. Et maintenant, je pouvais enfin respirer. 1 an. 1 an s'est écoulé depuis ce samedi terrible où j'ai cru que ma vie allait se terminer dans cette petite pièce sombre. 1 an pendant lequel j'ai appris à vivre avec les cicatrices, à marcher avec la douleur, à respirer malgré le poids. Aujourd'hui, je suis assise dans mon fauteuil près de la fenêtre, une tasse de thé à la main, et je regarde Paris s'éveiller sous un ciel d'hiver clair et froid. Décembre est revenu. Les guirlandes brillent, les vitrines étincellent. Les gens courent acheter leurs cadeaux de Noël. La vie continue, toujours. Hier, j'ai reçu une lettre de Maître Lavergne. Phileas Marchand a tenté de faire appel de sa condamnation. Son recours a été rejeté. 16 ans ferme, sans possibilité de réduction de peine avant au moins 8 ans. 8 ans. Il aura 50 ans quand il sortira. Un homme détruit, sans fortune, sans réputation, sans avenir. La vie lui a rendu ce qu'il a donné. Georges est venu me voir hier après-midi. On a pris le thé, comme d'habitude. On a parlé de tout et de rien. De ses enfants qui grandissent, de son travail qui l'épuise, de Paris qui change. Puis, au moment de partir, il m'a dit quelque chose. « Enora, tu sais, je suis fier de toi. » Fier ? Oui, de ce que tu es devenue, de ta force, de ton courage. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Si, tu as survécu. Et tu as choisi de ne pas te venger. Tu as choisi la dignité. J'ai souri tristement. La dignité, c'est tout ce qui me restait. Non, ce n'est pas tout ce qui te restait. Tu avais aussi la possibilité de détruire Léana, de la briser comme elle t'avait brisée. Mais tu ne l'as pas fait. Parce que c'est ma fille. Non. Parce que tu es une femme bien. Il m'a embrassé sur le front. Ne l'oublie jamais. Ce matin, en rangeant mes affaires, je suis tombée sur la boîte. Celle où j'avais rangé les morceaux du téléphone détruit, la lettre de Léana, la photo d'Henri. Je l'ai ouverte, j'ai sorti la photo d'Henri, son sourire bienveillant, ses yeux doux. « Henri », ai-je murmuré, « tu avais raison, surtout. » Henri m'avait toujours dit « Le temps finit toujours par faire son travail, le bien comme le mal. » Et il avait raison. Phileas avait été puni, Léana avait été transformée, et moi, j'avais survécu. Le temps avait fait son travail. Il y a 3 jours, j'ai reçu une dernière lettre de Léana. « Maman, je ne sais pas si tu lis encore mes lettres. Je ne sais pas si tu les jettes sans les ouvrir. Mais je continue à t'écrire, parce que c'est tout ce qui me reste. Aujourd'hui, j'ai accompagné une femme au commissariat. Une femme de 65 ans. Son fils la maltraitait, la volait, l'enfermait. Elle avait peur, elle tremblait. Elle pensait qu'elle méritait ce qu'on lui faisait. Et en la regardant, j'ai vu ton visage, j'ai vu ta douleur, j'ai vu ce que je t'ai fait. J'ai pleuré, dans les toilettes du commissariat, pendant 10 minutes. Puis je suis retournée l'aider, parce que c'est tout ce que je peux faire maintenant. Aider les autres, essayer de réparer ce que j'ai cassé. Je ne sais pas si ça suffit, je ne sais pas si ça suffira jamais. Mais je voulais que tu saches que tu m'as appris quelque chose d'essentiel, que l'amour a des limites, et que c'est normal, que ces limites ne sont pas un manque d'amour. C'est du respect de soi. Tu as posé tes limites. Tu m'as montré que je ne pouvais pas tout prendre, que je ne pouvais pas te détruire sans conséquence. Et grâce à ça, aujourd'hui, j'essaie de devenir une meilleure personne. Je ne te demande toujours rien. Ni pardon, ni contact, ni amour. Je voulais juste que tu saches que tu as gagné. Pas contre moi, contre le mal, contre la faiblesse, contre la manipulation. Tu as gagné parce que tu es resté debout. Je t'aime. Maman, même si je n'ai plus le droit de te le dire. Léana, j'ai lu cette lettre en pleurant. Pas de tristesse, pas de colère, de soulagement. Ma fille n'était pas perdue. Elle était blessée, transformée, mais pas perdue. Elle avait compris, et c'était tout ce que je pouvais espérer. Est-ce que je lui pardonnerai un jour? Je ne sais pas. Le pardon n'est pas quelque chose qu'on décide. C'est quelque chose qui vient, ou qui ne vient pas. Mais ce que je sais, c'est que je ne la hais pas. Que je ne souhaite pas sa destruction, que je veux qu'elle guérisse, qu'elle devienne meilleure, qu'elle trouve la paix. Même si cette paix
ne sera jamais avec moi. Hier soir, j'ai relu toutes les lettres de Léana, puis je les ai rangées dans la boîte, avec les morceaux du téléphone, avec la photo d'Henri, des souvenirs, douloureux mais précieux, parce qu'ils font partie de mon histoire, et je refuse d'effacer mon histoire. Ce matin, je me suis réveillée avec une pensée claire. Je suis vivante, pas seulement en vie, vivante. Je respire, je marche, je pense, je ressens. Philéas a essayé de me détruire. Il a échoué. Léana a essayé de me voler. Elle a perdu. Et moi, je suis toujours là, plus forte, plus lucide, plus libre. Cet après-midi, Georges m'a emmené déjeuner dans un petit bistrot du Marais. On a mangé du bœuf bourguignon. On a bu du vin rouge. On a ri, vraiment ri, pour la première fois depuis si longtemps. « À quoi tu penses ?» m'a demandé Georges. « À rien, à tout, au fait que je suis encore là. Et tu comptes y rester longtemps ?» J'ai souri. « Très longtemps. » Il a levé son verre. « À ta vie, Enora, à ta force, à ta dignité. »« À la vie », ai-je répété en trinquant. En rentrant chez moi, j'ai croisé ma voisine, Madame Blanchard, une femme de 80 ans qui vit seule au 5e étage. « Madame Duval, comment allez-vous ?»« Bien. Et vous ?»« Oh, vous savez, à notre âge, on ne peut pas se plaindre. » Elle a hésité. « Madame Duval, j'ai lu votre témoignage dans le journal. Je sais que c'était vous. » Mon cœur s'est serré. « Ah, je voulais vous dire, merci. Mon neveu essayait de me faire signer des papiers. Grâce à vous, j'ai compris. J'ai refusé. Vous avez bien fait. Oui, grâce à vous. » Elle m'a serré dans ses bras. « Vous êtes une femme courageuse. » En montant les escaliers, j'ai réalisé quelque chose. Ma douleur avait sauvé des vies. Mon histoire avait protégé des femmes. Et ça, rien ni personne ne pourrait me l'enlever. Ce soir, assise dans mon fauteuil, je regarde la nuit tomber sur Paris. Les lumières s'allument, les fenêtres s'illuminent, la ville respire. Et moi aussi, je respire, profondément, calmement, sereinement. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Si mon témoignage protège ne serait-ce qu'une personne âgée de la manipulation, alors ma douleur n'aura pas été vaine. Si mon courage inspire ne serait-ce qu'une mère à poser des limites, alors j'aurai gagné. J'ai 71 ans aujourd'hui. Je vis seule dans mon appartement du 15e arrondissement. Je n'ai plus de famille, plus de filles qui me rendent visite. Mais je ne suis pas seule. J'ai Georges, j'ai Madame Blanchard, j'ai les lettres de femmes qui me remercient. J'ai ma dignité, j'ai ma force, et j'ai compris quelque chose d'essentiel. On ne perd jamais vraiment quand on garde sa dignité. On ne meurt jamais vraiment quand on refuse de disparaître. Philéas m'avait dit « Votre vie ne vaut plus rien ». Il avait tort. Ma vie vaut tout, parce que c'est la mienne, parce que je l'ai défendue, parce que j'ai refusé qu'on me la vole. Ce soir, avant de me coucher, j'ai ouvert mon carnet. Celui où j'avais écrit, il y a des années, « La vie nous enlève ce qu'on aime, mais elle nous laisse toujours quelque chose. Une leçon, une force, une raison de continuer. » Et j'ai ajouté une phrase. « La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Donne de la lumière, et elle te rendra de la lumière. Donne de l'ombre, et elle te rendra des ténèbres. » Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir entendu mon histoire. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Et surtout, rappelez-vous, vous n'êtes jamais trop vieux pour vous défendre. Vous n'êtes jamais trop faible pour dire non. Vous n'êtes jamais seul si vous avez votre dignité. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.